Good afternoon. Le juge président, bonjour à nouveau. Bonjour, monsieur le témoin. Sans plus tarder, je donne immédiatement la parole à monsieur le procureur afin qu'il poursuive son interrogatoire. Vous avez la parole, monsieur Garcia. Merci, monsieur le président. Alors, rebonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez parlé, à un moment donné, durant votre témoignage, du fait qu'un soir, vous avez été surpris de constater la présence d'éléments, environ une centaine d'éléments, dans votre camp. Est-ce que c'était des gens que vous aviez déjà vus auparavant? Non, je ne les avais jamais vus auparavant. Afin qu'on puisse bien situer cet événement dans le temps, est-ce que le soir où vous avez constaté la présence de ces personnes, est-ce que c'était avant ou après la bataille d'Abidjan? C'était avant. Monsieur le Président. Maître le titre. Merci, Monsieur le Président. Pardon de vous interrompre. Depuis le début de l'interrogatoire, on parle de la bataille d'Abidjan en se servant de la formule comme d'un repère temporel. Avant, après. Peut-être serait-il bon de poser la question aux témoins de quand à quand a duré cette bataille, parce qu'on est un peu perdu, je dois dire. Me too, and I was good. Le juge président, moi aussi d'ailleurs, je m'apprêtais à poser cette question, mais je ne souhaitais pas interrompre le procureur. Tâchez, s'il vous plaît, de préciser la période à laquelle aurait eu lieu cette soi-disant bataille d'Abidjan. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire quand cette bataille a eu lieu? Et si je me souviens bien, au paragraphe 80, vous avez évoqué cela, si je me souviens bien. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, sur ce point justement, j'ai fait référence aux pages 100 au 100 à la page 54 de la transcription. Il est dit à la ligne 27. I'm going to be asking clarification Okay, questions. Je vais poser des questions d'éclaircissement aux témoins, le président. Autant pour moi, c'est peut-être moi qui me suis trompé tout simplement. Pourriez-vous nous dire, monsieur le témoin, quand cette bataille d'Abidjan a eu lieu? Merci. Monsieur le Président, si mes souvenirs sont exacts, je pense que c'est dans la période de la deuxième quinzaine du mois de mars. Thank you. Le président, je vous remercie. Monsieur le procureur, allez-y. Alors, vous dites, monsieur le témoin, que vous avez été surpris de les voir, ces personnes. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner un nombre approximatif de personnes, d'éléments que vous avez vus ce soir-là? Combien de personnes? Je dis environ une centaine. Pourriez-vous nous dire, est-ce que, en fin de compte, je comprends, c'était des hommes, est-ce qu'ils étaient de quel âge? L'âge fluctuait entre 25 et 30 ans, 35 ans en gros. Pouvez-vous nous expliquer, est-ce que ces gens-là sont rentrés dans votre camp sans que vous soyez avertis? Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Avez-vous su à un certain moment qui les a laissés entrer dans le camp? Je ne peux pas dire de façon péremptoire qui les a fait entrer, mais je peux dire
au regard des gens à qui ils obéissaient. Je veux parler du capitaine Blé et de l'adjudant-chef Kokobo. Je présume que c'est ceux-là qui ont dû le faire venir dans le camp. Et ce soir-là, vous avez constaté leur présence pour la première fois. Est-ce que vous avez posé des questions, que ce soit au capitaine Blékouassi ou à d'autres officiers, à savoir qui étaient ces hommes qui se trouvaient dans votre camp? Ben non, je n'ai pas posé la question. Cependant, au regard de leur accent, parce que j'ai eu à pratiquer la zone ouest dans le temps, lorsqu'il y avait la crise au Libéria. Et c'est ainsi que je me suis aperçu aussi de par leur accent et ce qu'ils disaient en anglais, que ce devrait être des supplétifs venant du Libéria. Est-ce que vous avez eu l'occasion de leur parler? Non. Alors, vous dites que vous avez entendu, je comprends votre témoignage, qui parlait en anglais. C'est le cas? C'est le cas, oui. Alors, parmi ce groupe d'éléments, est-ce que vous avez remarqué la présence d'Ivoiriens? Je ne puis l'affirmer, mais ce que j'ai vu dans ma caserne, il n'avait pas l'accent et le profil des Ivoiriens, ce que j'écoutais. Parce qu'en plus de mes hommes que je connais, ceux-là, je ne les connaissais pas. Et donc, j'ai pu affirmer que quand j'en entendais parler, quand je marchais dans la caserne, c'était l'accent libérien, vraiment. Et lorsque vous avez constaté ce groupe de personnes, qu'avez-vous fait par la suite lorsque vous avez remarqué qu'il y avait des hommes qui se trouvaient dans votre caserne, qui n'appartenaient pas à votre caserne et dont vous n'aviez pas donné l'autorisation d'être dans votre caserne? Je n'ai fait que constater. C'est tout ce que je pouvais faire. Avez-vous rapporté ce fait à l'état-major de la garde républicaine? Je n'ai pas rapporté ce fait dans la mesure où, comme j'ai eu à le dire, j'avais été déjà mis à l'écart et je savais que c'était des supplétifs, au regard aussi de mes informations, de mes sources d'information, qui étaient venus de là-haut et qu'ils ne pouvaient pas se retrouver dans mon camp avec exactement la volonté du capitaine et de l'adjudant-chef. Ce n'est pas possible. Et donc, s'ils sont arrivés dans la caserne, je présume que c'est avec la bénédiction du chef de corps. Et lorsque vous avez constaté leur présence ce soir-là, ils faisaient quoi au juste, ces éléments? Que faisaient-ils dans la caserne? Ben, ils étaient regroupés par petits groupes, attendant les ordres de ceux-là même qui, dans cette période-là, je veux dire le capitaine et l'adjudant-chef, qui étaient à qui étaient là et qui donnaient les ordres. Donc c'est ceux-là qui s'occupaient vraiment de leur présence, s'agissant de la nourriture, les ordres à donner, tout et tout. Ils étaient vraiment gérés exclusivement par le capitaine et l'adjudant-chef. Alors, je veux simplement que ça soit clair au dossier. Vous-même, vous avez observé que le capitaine Blékouassi Urbain ainsi que l'adjudant Kokobo, c'était eux qui étaient
d'une certaine façon en charge ou il s'occupait de ces hommes qui se trouvaient dans la caserne. C'est exact. Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire combien de temps ils sont restés dans votre caserne? Ils sont restés du moins dans la caserne jusqu'à ce que nous ayons été victimes de frappes au niveau de la caserne, où tout avait été mis par les frappes, les bombes, tout avait été mis hors d'usage. Donc, c'est le lendemain de cette attaque, au petit matin, que la caserne a commencé par se vider et qu'ils étaient tous partis. Êtes-vous en mesure de nous dire, monsieur le témoin, quand approximativement ont lieu ces frappes à votre caserne? Je pense, si mes souvenirs sont exacts, fin mars. Fin mars, début avril, je pense. Et donc, entre le temps que vous les avez constatés pour la première fois et le moment où ils sont partis, que faisaient-ils ou quand? Quelles étaient leurs activités? Comme je l'ai dit tantôt, leur activité principale était donc de sortir avec le capitaine et l'adjudant-chef pour aller faire des missions, soit de reconnaissance, ou bien comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'ils recevaient des informations faisant état de ce que dans tel secteur il y avait un groupe de rebelles, donc ils sortaient avec ceux-là pour aller justement constater si oui ou vrai, ou non du moins, ces informations étaient vraies. Alors, est-ce que ces éléments-là portaient une tenue réglementaire? Comment est-ce qu'ils étaient habillés? Non, ils ne portaient pas de tenue réglementaire. J'étais, pour certains, en civil ou d'autres juste avec un gilet militaire. Juste là, voilà. Mais ils n'étaient pas en tenue militaire. Est-ce qu'ils étaient armés? Oui, ils étaient armés. Simplement, évidemment, pour que ça soit clair, question que je me pose, est-ce que vous saviez d'où ils tenaient leurs armes, ces nouveaux éléments qui sont arrivés à votre caserne? Non, je ne sais pas. Là où je veux en venir, c'est que vous avez témoigné, je crois, ce matin, du fait qu'il y avait un dépôt d'armes à votre caserne. Est-ce qu'il est possible que les armes provenaient de ce dépôt d'armes ou vous n'êtes pas certain? Oh non, ce dépôt d'armes, c'était des Monsieur le armes. Président. Now, I would Le juge président, reformulez s'il vous plaît. Savez-vous d'où provenaient ces armes? Si vous le permettez, Monsieur le Président, merci, mais je vais reformuler plutôt. Première des choses, quelles étaient les armes? Quelles armes est-ce qu'ils avaient, ces nouveaux éléments? Ils avaient les armes individuelles, les Kalash, les AK, principalement. Et dans votre dépôt d'armes, celui qui se trouvait à Trècheville, quelle sorte d'armes est-ce qu'il y avait? Nous avions des armes individuelles de type AK, semi-collectif, les mitrailleuses, des mortiers. Voilà un peu ce que nous avions.
Et étiez-vous au fait de ce qui se passait par rapport à l'armurerie, le dépôt d'armes, s'il y avait des armes qui sortaient ou qu'on donnait des armes à des nouvelles recrues? Est-ce que c'est de l'information que vous étiez mis au courant à l'époque? Non, je n'étais pas mis au courant. Mais ces armes qui étaient dans les dépôts étaient les armes de mes hommes, mes militaires. Donc ce sont ces armes-là qu'ils prenaient pour assurer la défense et puis aussi aller en mission. Est-ce qu'il y avait des armes supplémentaires, autres? Please. Le président, je vous rappelle de marquer la pause, s'il vous plaît. Monsieur Garcia, merci de me le rappeler, monsieur le président. Alors, je reprends, monsieur le témoin. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire s'il y avait, mis à part ces armes qu'utilisaient les éléments normaux qui s'y trouvaient à la caserne, est-ce qu'il y avait d'autres armes? D'autres Kalachnikov? Est-ce qu'il y en avait? Oui, on avait des réserves. Alors, vous nous avez dit qu'ils sortaient en mission. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire s'il y avait une formation quelconque ou est-ce que ces gens-là, il n'y a pas eu d'entraînement pour ces nouveaux éléments? Pas à ma connaissance. Ces hommes, à ma connaissance, n'ont pas eu de formation. Je ne le connaissais pas. Je ne sais pas si, avant d'arriver dans la caserne, ils avaient reçu une quelconque formation. Mais à mon niveau, je ne peux pas confirmer. Vous nous avez dit que ces éléments nouveaux sortaient avec le capitaine Blikouassi et l'adjudant Kokobo en mission. Est-ce qu'à leur retour, ils vous faisaient un compte-rendu de leur activité ou de leur mission durant cette période de temps que vous avez mentionnée? Non, ils ne me faisaient pas de compte rendu parce que naturellement, ce n'était pas moi qui leur donnais les ordres. Ils recevaient ces ordres de ma hiérarchie et donc les comptes rendus ne m'étaient pas faits. Monsieur le Président, Maître Andry? oui, je pense que dans le transcript en français, en anglais plutôt, à la place de Kokobo, je vois écrit de Boblé. En anglais. Blake Dogbo. Captain Blake Dogbo. In English. En anglais, Blé Dobo. Once again, I think the Monsieur Garcia, dans ce cas-là, le nom de Bléquassi a été remplacé par Blé Dobo, ce qui est faux. J'ai bien précisé qu'il s'agissait du capitaine Bléquassi. Je remercie mon confrère de la Défense d'avoir attiré notre attention là-dessus. Le président, merci. Veuillez poursuivre. Alors, encore une fois, monsieur le témoin, quant à ces hommes, ces éléments nouveaux, si vous le voulez, est-ce que vous avez su d'où ils provenaient? Que c'est quelque chose qui a été porté à votre attention à un moment donné? Par rapport à leur accent, et me fondant sur le fait que je fais aussi la zone ouest pendant la crise de Libéria, c'était un accent que je connaissais. Et pour moi,
je déduis ainsi qu'il venait du Libéria. This was already said. Le président, cela a déjà été dit précédemment. J'aimerais juste savoir pourquoi est-ce que l'on doit revenir sur les mêmes questions tout le temps. Vous avez mentionné la première fois que vous avez constaté la présence de ces hommes jusqu'au moment où ils quittent. Est-ce qu'il y avait d'autres missions qui se faisaient? D'autres personnes qui sortaient de votre camp de Trècheville pour aller faire des missions à l'extérieur? Non, c'était fondamentalement ces missions. Mais en plus de ces missions, en période de crise, j'avais dit que nous avions aussi des missions de maintien d'ordre de patrouille que nous faisions entre les deux tours surtout. Voilà. Alors justement, j'aimerais vous poser des questions sur ces autres missions, des missions de maintien d'ordre que vous venez juste de mentionner. Alors, si je comprends bien, est-ce qu'il s'agit de missions qui ont eu lieu avant ou après le deuxième tour des élections? Deuxième tour des élections étant le 28 novembre 2010. C'est des missions ayant eu lieu avant le deuxième tour. Alors, les missions qui ont eu lieu avant le deuxième tour, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quel mois approximativement elles ont eu lieu? Le deuxième tour ayant eu lieu le 28 novembre, donc avant même le premier tour, avant le 31 octobre, déjà, donc dans ce mois, nous faisions ces patrouilles, déjà. Et pourriez-vous nous expliquer quel était le but de ces patrouilles? Qu'est-ce qu'elles avaient comme objectif? L'objectif de ces patrouilles, c'était de ramener l'ordre public, en fait, parce qu'au niveau de Trècheville, certains jeunes mettaient des barricades, fermaient les routes, allumaient des pneus, et donc c'était des actions de nature à troubler un peu l'ordre. Donc il nous revenait d'aller justement interdire cela, enlever ces barrages pour que la situation revienne à l'état normal. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si c'était ces jeunes-là qui participaient à ces manifestations, si l'on veut, est-ce qu'ils étaient sympathisants d'un parti ou d'un autre? Je ne puis l'affirmer. Ils avaient leur raison. Et j'avoue que je n'ai pas demandé à ces jeunes, parce que j'étais moi en base arrière, s'ils faisaient pour des raisons politiques ou pour des raisons qui leur étaient propres. Maître Shea. Monsieur le Président, permettez-moi simplement de mettre mon contradicteur en garde. Je l'invite à ne pas déformer les propos du témoin lorsqu'il pose des questions de suivi. Car voyez-vous, le témoin a parlé des réactions de barrage et du fait d'avoir incendié des pneus. Et là, mon contradicteur parle de manif. Le Président. Évidemment, nous comprenons que ces manifestations... Enfin, nous comprenons de quoi il s'agit lorsqu'il parle de manifestation, mais il serait préférable que vous utilisiez les mêmes mots. Nous sommes en mesure de faire la part des choses. Mais je vous invite à utiliser les propos du témoin. Est-ce qu'il y avait des manifestations à Trècheville durant cette période de temps que vous parlez juste avant le premier tour des élections? Il y avait effectivement des manifestations. La dernière manifestation en date, c'était celle des femmes qui voulaient donc aller au Golfe pour libérer le Golfe, d'après leur dire. Et donc, par rapport à cette manif des dames,
nous avions reçu l'ordre d'empêcher cette manifestation. Et cela s'est fait concomitamment avec la police. Et donc, c'est ensemble que nous avons donc empêché ces bonnes dames de traverser le pont. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et cette manifestation en particulier, elle a eu lieu quand, approximativement? Je crois que c'était entre les deux tours, hein, entre les deux tours, le 31 et le 28. Vous dites que vous avez reçu l'ordre d'empêcher cette manifestation. D'où vous est venu cet ordre? L'ordre est venu de ma hiérarchie, principalement du général de Beaublé. En ce qui concerne les autres manifestations, est-ce qu'il y avait un ordre quelconque? Est-ce qu'on pouvait manifester librement à Trècheville durant cette période de temps, entre les deux tours d'élection? Il n'était pas facile de manifester librement parce que les manifestations étaient source généralement de troubles. Donc, on demandait d'interdire toute manifestation. Donc, notre mission était de rétablir l'ordre quand il y avait ce type de manifestation qui n'était pas autorisée. Et donc, lorsque vous dites rétablir l'ordre, lorsqu'une manifestation n'était pas autorisée, qu'est-ce que vous faisiez exactement? Comme je l'ai dit tantôt, c'était la police qui a habilité dans ce type de mission, qui était en avant, et nous étions en support pour protéger les éléments de la police. Voici notre mission principale. Alors, je comprends, Monsieur le témoin, que c'était votre mission, mais dans les faits, est-ce qu'il y a eu des instants où, effectivement, des troupes, des éléments, vos éléments, ont arrêté des gens et les ont ramenés au camp Trècheville? Des gens qui manifestaient? Mr. Shea? Maître Rocher? Maître Rocher. Écoutez, ça c'est quand même une question qui est plutôt directrice. Le juge président, intervention hors microphone. Alors, moi je lis la phrase. Donc je comprends que c'était votre mission, mais en fait, est-ce qu'il y a eu des autorités, je me corrige, est-ce que vous avez parfois détenu ou arrêté des gens qui manifestaient? Est-ce que vous les avez ramenés à Trècheville au camp? Écoutez, bon, la question, moi je ne comprends pas très bien ce qu'elle signifie, ce n'est pas très clair pour moi, mais si vous la reformulez, je ne pense pas qu'il y ait des éléments directeurs. Monsieur Garcia, malheureusement, la traduction n'est pas tout à fait exacte. Alors je vais simplifier la question dans l'intérêt du témoin, le président. Oui, mais j'aimerais également poser une autre question ou dire autre chose, parce que, alors à la page 83, quelques lignes plus haut, la ligne 10, c'est toujours une question de traduction. Le témoin a dit, et donc il avait été demandé que l'on restaure l'ordre public. Mais qui avait demandé cela? Qui avait demandé cela? Ça, c'est ma question. Alors, Monsieur le témoin, on va commencer premièrement par la question de la Chambre. Dans le transcrit, on voit que vous avez dit à un certain moment qu'il y avait une demande à ce qu'on interdise
les manifestations. Est-ce que c'est le cas? Oui, je disais tantôt que j'ai reçu l'ordre de ma hiérarchie d'empêcher les manifestations. Gérard de Beaublé. Merci pour la clarification, Monsieur le témoin. Alors, ma question était la suivante. Vous nous avez expliqué évidemment que c'était à la police d'arrêter, mais est-ce qu'il y a eu des occasions où les éléments à vous en mission ont arrêté et détenu des manifestants? C'est ma question. Oui, je l'avais dit, je crois, à la première séance. Oui, effectivement, certains de mes éléments, lors des patrouilles, prenaient certains enfants qui brûlaient les pneus et qui faisaient des casses et les envoyaient à la caserne de Treichville. Et une fois en caserne, certains de mes éléments avaient des traitements de sévices sur certains de ces jeunes qu'ils prenaient. Et je faisais systématiquement arrêter cela parce que je trouvais que ce n'était pas dans nos missions. Nos missions étant claires, c'était donc, si on prenait les manifestants, les jeunes qui troublaient l'ordre, comme je l'ai dit, c'était de les envoyer à la police, à la préfecture de police ou à la brigade de recherche. Donc voilà un peu, à chaque fois donc que ces jeunes qui troublaient, qu'on les prenait, qu'ils arrivaient à la base de Treichville, systématiquement, ils étaient acheminés à la préfecture de police et à la brigade de recherche, qui donc gérait la suite. Alors, vous avez utilisé le terme sévices, qui commettaient des sévices. Qu'est-ce qu'ils faisaient au juste? Or, certains éléments giflaient donc les jeunes, donnaient des coups de poing par-ci, par-là. Donc, voici un peu ce type de traitement que certains de mes éléments donnaient. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire, à votre connaissance, pourquoi ils agissaient de la sorte avec les personnes ou les manifestants qui étaient détenus? J'avoue que je ne peux pas vraiment affirmer de façon claire les causes de ces agissements. Mais des fois, certains me répondaient qu'ils n'ont pas à troubler l'ordre public. Donc pour eux, il faut qu'on les corrige. Je dis non. Pour nous, nous sommes là pour protéger les populations. Et donc, une fois que nous avons pris ces jeunes, il faut les envoyer vers, soit, comme je dis, la brigade de recherche ou la police. Ce n'est pas de notre ressort. Voilà. Alors, lorsque vous constatiez ce genre d'incident dans votre camp, est-ce que vous sanctionniez les personnes responsables ou les éléments responsables pour ce manque de discipline? Lorsque je constatais cela, ces éléments, je les mettais à l'écart. Parce que, comme je dis tantôt, nous étions dans une période où les sanctions n'avaient pas vraiment d'effet. Donc, je me contentais d'arrêter tout ce que je voyais qui allait au-delà de nos missions. Alors, vous dites, Monsieur le témoin, que vous vous trouviez, je comprends bien, dans une période où les sanctions n'avaient pas d'effet. Alors, pourriez-vous nous expliquer pourquoi elles n'avaient pas d'effet durant cette période? C'est l'environnement, comme je l'ai dit tantôt, dans lequel nous étions. Parce que lorsque j'avais cette attitude vis-à-vis des jeunes qui arrivaient sur ma base, l'information est remontée du côté du général, de ma hiérarchie,
disant que j'empêchais les hommes justement de faire ce type de sévices. Donc, je n'étais pas avec eux. Voilà la conclusion qu'ils arrêtaient. Donc, dans cet environnement, une sanction risquait de ne pas irait nulle part, parce que même si je l'apprenais et que mon chef hiérarchique disait de ne pas exécuter cela, dans cette période-là, je pense que déjà qu'on ne me faisait pas confiance, déjà que je n'étais plus véritablement dans le système de commandement, qu'est-ce que j'avais comme autorité? Vous dites, monsieur le témoin, que l'information est remontée du côté du général. Pouvez-vous nous expliquer, est-ce que, simplement pour qu'on comprenne, est-ce que ça veut dire que le fait que vous avez empêché les sévices, ce genre d'information a été rapporté au général? Vous me corrigez si j'ai tort. C'est exact, c'est exactement cela. Comment l'avez-vous su? Que c'était remonté, comme vous dites, au général? Je l'ai su par rapport à... Parce que j'ai aussi une compagnie au plateau, et des hommes aussi. Donc c'est au niveau du plateau que cette information m'est revenue. Et vous avez également, on vous a également rapporté, d'après ce que je comprends, vous dire que vous avez dit, donc, je n'étais pas avec eux. Quand vous dites avec eux, c'est qui au juste? Je vais préciser ma question. OK. Vous dites, je n'étais pas avec eux. Vous faites référence à quelle personne? Je fais référence au général de Beaublé. Qui d'autre? Au niveau de l'état-major, il y avait le général de Beaublé, son chef de cabinet, le capitaine Kipré, qui m'avait dit, lorsqu'ils étaient venus à Trècheville, que je n'étais pas un homme de confiance. Le lieutenant-colonel Okumodi. Voilà, c'est cet ensemble déjà d'officiers. Et quand vous avez appris cette information, est-ce que ça a eu pour effet de changer votre comportement? Comment vous avez réagi? C'est une information qui, de bout en bout, avec les différents éléments que j'ai vus, qui ont commencé par me conforter dans ma position, que je n'étais pas effectivement en odeur de sainteté avec mon chef hiérarchique. Évidemment, si vous êtes en mesure de nous le préciser, monsieur le témoin, juste une autre question sur ces manifestations qui ont eu lieu durant la période du temps, juste avant et pendant les deux tours d'élection. Les manifestants qui se trouvaient à Trècheville, pourriez-vous nous dire en général, d'après ce que vous savez, est-ce que c'était des sympathisants d'un quelconque parti? Ou est-ce que les manifestations portaient sur quoi au juste? Au regard des informations qui me sont revenues, c'était des manifestants qui étaient des sympathisants du groupe
opposé au régime d'alors. Je veux dire le groupe de RHDP, des sympathisants du groupe RHDP. Merci pour cette précision, Monsieur le témoin. Alors, vous nous avez parlé dans la séance antérieure du fait que le général Doc Beaublé, Bruno, était arrivé à un moment donné à votre camp. J'aimerais simplement, pour que le dossier soit clair à cet égard, essayer de le situer dans le temps, cette arrivée du général Doc Beaublé pour vous parler. Est-ce que vous vous rappelez vers quelle date ça s'est... Il a fait sa conférence de presse, je crois, le 15 décembre. Et c'est après cette conférence de presse-là que il est venu sur ma base. D'accord. Et vous avez mentionné une conférence de presse. Quelle était cette conférence de presse? Il avait invité certaines presses de la place. Et en substance, il faisait état de ce que on devrait aller libérer le Golfe. Et que si jamais on voyait certaines personnes tournoyer autour de la caserne, dans le sens de recruter certains militaires, il fallait que ces personnes-là soient saisies et qu'on lui ramène ces personnes. Et aussi, il était prêt pour engager la bataille d'Abidjan. Voici en clair la substance de son message à la presse. Étiez-vous présent lorsque cette conférence de presse a eu lieu? Affirmatif. Est-ce qu'il y avait d'autres officiers de présents? Oui, tous les officiers d'état-major étaient présents. Son adjoint, le colonel Abi, Kipré, Modi, moi, et l'ensemble des officiers, en fait, qui n'étaient pas retenus par le service. Alors, vous avez dit qu'il a affirmé qu'on devait aller libérer le Golfe. Pourriez-vous nous donner plus d'explications sur ça? Pour moi, ce que je comprends, le Golfe se trouvait, je pense, les membres du RHDP. Et donc, il fallait donc aller pour les déloger donc, de cet hôtel. Voilà ce que j'ai cru comprendre. Simplement, à votre compréhension, lorsque vous avez entendu ces mots, c'est un appel à qui? À la population, aux militaires, c'est un appel à qui? En première direction, c'était un appel en direction de la garde républicaine, déjà. Voilà, c'était particulièrement cela, parce que il a fait cette conférence de presse en tant que commandant de la garde républicaine. Et la conférence de presse a eu lieu où?
elle a eu lieu sur ma base au camp à Trècheville. Can I- Le juge président, puis-je poser une question? Vous avez dit que le général, lors de cette conférence de presse, avait parlé, et je lis le compte-rendu d'audience en anglais. Alors, où est-ce que cela se trouve? that he would Qu'il avait lancé un appel pour que commence la bataille d'Abidjan. Maintenant, je ne retrouve plus la référence exacte. Mais est-ce qu'il a utilisé ces termes? Est-ce que vous saviez ce que cela signifiait? Monsieur Garcia, moi j'ai retrouvé la formule exacte dans le compte-rendu d'audience en français. Chambre et aussi vous avez affirmé, et c'est la page 91, 18, 19, et aussi il était prêt pour engager la bataille d'Abidjan. Je reprends mes propos. Il a dit que si la bataille d'Abidjan devait avoir lieu, il était prêt pour cette bataille. Voilà précisément ce qu'il a dit. But did you understand what Le juge président, mais est-ce que vous avez compris ce qu'il entendait par cela? Qu'est-ce que la bataille d'Abidjan? La bataille d'Abidjan, c'est ce que nous avons vécu après que ma caserne a été bombardée. Nous étions donc à Trècheville et il fallait défendre justement nos bases et nos positions. Et donc, pour la défendre, il fallait bien que si en face, nous avions des ennemis qui venaient, qui revendiquaient autre chose, et nous devions donc protéger nos bases. Et voilà ce que j'appelais un peu la bataille d'Abidjan, et aussi le contexte dans lequel nous étions. Oui, Monsieur le Président. please go ahead. Le président, oui, poursuivez, monsieur. Au niveau d'Abidjan, c'était donc le dernier bastion qui était vraiment encore sous du moins la bannière du président Laurent Gbagbo. Et donc, pour le général, il fallait que nous nous battions, que nous ne puissions pas donc accepter cette bataille et capituler. Et donc, pour ne pas capituler par rapport aux ennemis qui avançaient au niveau d'Abidjan, il fallait donc se tenir prêt pour riposter. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Monsieur le Président. Maître Altid. Merci, Monsieur le Président. Pour les besoins de l'enregistrement, pardon de vous interrompre. Pour les besoins de l'enregistrement, je crois qu'il est utile de préciser que le témoin a utilisé deux formules qui en français veulent dire exactement le contraire l'une de l'autre. Lorsqu'il a parlé de ce qu'avait dit la personne qui avait tenu cette conférence de presse, il a dit d'abord engager la bataille d'Abidjan. En français, ça veut dire commencer la bataille d'Abidjan, à être à l'initiative de la bataille d'Abidjan. Et ensuite, il s'est repris, il a dit non, c'était pour se défendre. Enfin, je ne vais pas reprendre ces termes, c'était assez clair. Mais je voudrais que ce soit tout à fait clair pour qu'on ne vienne pas, dans quelque temps, nous dire, mais c'était à peu près la même chose, et c'est la formule engager la bataille d'Abidjan qui compte. Le témoin s'est repris, a précisé, et il a dit que la personne avait dit exactement le contraire de engager la bataille d'Abidjan. Et
Your Honors, and if I Monsieur Garcia, Monsieur le Président, si je le puis, c'est une intervention tout à fait inappropriée de la part du Conseil de la Défense. Il peut tout à fait poser cette question lorsqu'il posera ces questions. S'il a l'impression qu'il y a une contradiction entre deux termes, cela ne devrait pas être dit devant le témoin. Le Président, écoutez, ne nous lançons pas dans un dialogue entre avocats. Alors, je vais maintenant poser la question au témoin parce que je pense que cela est assez pertinent. Donc, moi, je me base sur le compte-rendu d'audience en anglais. Alors, bien entendu, bon, il y a le problème avec l'original, mais... Et voilà ce qu'il dit. Et le général a également dit à la conférence de presse qu'il était disposé à commencer la bataille d'Abidjan, à engager la bataille d'Abidjan. C'était cela son message, fondamentalement. Est-ce que vous pourriez préciser, monsieur, ce qui a été dit lors de cette conférence de presse ? Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez compris des propos tenus par le général ? Je dis que le général a dit que si la bataille d'Abidjan devait s'engager, il était prêt à engager cette bataille. Voilà ce que je dis et je me reprends. Si la bataille d'Abidjan devait avoir lieu, il était prêt à l'engager. Voilà exactement mes termes. Monsieur le Président, si vous permettez. Maître Altit? Oui, une remarque par rapport à ce que vient de dire mon estimé confrère. Les précisions sont d'autant plus appropriées et même indispensables que nous naviguons entre deux langues et que si les questions ne sont pas posées de manière claire, de manière précise, nous en paierons le prix à la fin parce que nous ne saurons pas ce qu'a dit le témoin. Alors, si les questions ne sont pas posées comme elles devraient l'être, il appartient à l'autre partie d'intervenir pour préciser les choses au bénéfice, je crois, de la justice, sous votre contrôle, Monsieur le Président, naturellement. Et c'est approprié. I think you... Le juge président. Oui, je pense que vous avez raison. Mais le représentant du bureau du procureur a également raison lorsqu'il dit que vous pouvez toujours demander une précision lorsque le moment sera venu pour vous de poser des questions aux témoins. Mais je m'interroge. Alors, normalement, à une conférence de presse, elle a lieu le jour après qu'il y a eu des rapports de presse. Enfin, je ne sais pas, il doit y avoir des communiqués de presse après la conférence de presse. Donc, je me demande s'il y a quelque chose, un document, un communiqué de presse. the witness during his testimony. Oui, tout à fait. Nous avons l'intention de présenter ces documents. Alors, bien entendu, je chercherai le moment idoine pour ce faire. Je ne veux surtout pas interrompre le témoin pendant sa déposition. Donc, il s'agit de ce qui figure à l'onglet 12. Et nous avons l'intention de présenter cela à la fin de la déposition de ce témoin lorsque nous aurons un peu de temps pour le faire. Le président, fort bien. Eh bien, poursuivez. Vous avez, Monsieur le témoin, vous avez également affirmé qu'il avait été question que le général Dogbo et Bruno avait également parlé de recrutage ou de possibilité que quelqu'un vienne tourner pour faire du recrutement. Donc je précise un peu ce que je dis. Ce n'est pas un recrutement, voyez-vous. Dans cette période, certaines personnes, des fois, venaient pour retourner les militaires. Donc, il a demandé et dit que tous ceux qu'on prendrait en train de vouloir détourner un militaire de la garde républicaine devraient être arrêtés. Voilà exactement ce qu'il a dit. Merci pour la précision. Alors, savez-vous, monsieur le témoin, si cette conférence de presse, il y a eu des journaux qui ont
repris les propos qui ont été dits par le général Dogboblé Bruno cette journée-là? Oui, affirmatif. Il y a eu des journaux qui ont repris cela, mais je n'ai pas de façon formelle en tête le nom de certains journaux. Mais ça a été repris par la presse en tout cas. Tous ceux qui étaient là ont reproduit, ont retransmis le lendemain dans les journaux ces propos. Alors, monsieur le témoin, j'aimerais juste changer un peu de... Le juge président, Maître Rocher, juste une question technique, monsieur le président. Dans la version anglaise de la transcription, à la page 95, lignes 6 et 7, il est dit ceci. Donc, il a posé la question, il vous a dit quiconque qui serait en train de... Et il y a une formulation quelque peu redondante en anglais. L'interprète précise qu'il s'agit de la version anglaise uniquement. Le président, qu'est-ce que cela signifie? Maître Rocher, j'ai entendu le mot français d'étendre. Et je ne voudrais pas proposer ma propre traduction de ce mot-là, mais peut-être que les interprètes pourraient nous donner un équivalent exact en anglais de ce mot. Le président, j'avoue que je n'ai pas compris moi-même le sens de cette phrase. Je n'ai pas voulu interrompre le procureur, mais il serait utile de préciser le sens de cette phrase. De la part du général Dogboblé Bruno, vous avez mentionné, et je fais référence à la page 91, et ce sont les lignes 14 à 17, que si jamais on voyait certaines personnes tournoyer autour de la caserne dans le sens de recruter, certains militaires, il fallait que ces personnes-là soient saisies et qu'on lui ramène ces personnes. Je veux simplement confirmer que c'est bien ce que vous avez affirmé pour... Oui, c'est exact. C'est exact. En fait, quand je parle de recruter, en fait, à partir du moment l'objectif, c'était de détourner certains militaires et leur dire en fait que la cause, c'est pas celle que vous voulez défendre, mais il faut que vous reveniez, vous soyez plutôt de l'autre côté, de notre bord, ces personnes qui venaient donc pour essayer de retourner. Donc certains militaires, donc si on a retourné militaire, en limite, on en a fait une recrue pour sa cause. Et en fin de compte, si je vous comprends bien, c'est détourner au profit d'une autre cause. C'est exact. Et quelle était cette autre cause? Donc, généralement, c'était... Le président, ralentissez s'il vous plaît. C'était justement de dire aux soldats de ne plus combattre, que la cause n'était plus était perdue et qu'il ne fallait plus qu'on continue à combattre. Voilà, en clair, c'était ça. Et vous avez mentionné, il fallait que le général a affirmé, il fallait que ces personnes-là soient saisies et qu'on lui ramène ces personnes. C'est exact. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça au juste? C'est-à-dire que lorsqu'on verrait une personne en train de détourner un soldat qui naturellement confirmerait que voilà un peu ce que la personne entendait. Donc à partir de cet instant-là, si la personne est prise, il demandait justement à ce que ces personnes-là soient amenées à ce niveau. À votre souvenir, est-ce qu'il y a eu des incidents de ce genre-là où on tentait de détourner des soldats? Oh non, je n'en ai pas souvenir.
Alors, Monsieur le témoin, nous allons changer de sujet un peu pour l'instant. Durant votre témoignage, vous nous avez parlé du fait que vous communiquiez par radio. C'est exact? J'aimerais simplement en savoir un peu plus sur cette question. Lorsque vos éléments sortaient en mission, est-ce que vous étiez en mesure de communiquer avec eux alors qu'ils se trouvaient ailleurs, que ce soit à Trècheville même ou de l'autre côté du pont? Oui, c'est exact. J'avais la possibilité de communiquer avec eux par radio. Et eux, est-ce qu'ils avaient la possibilité de également communiquer avec vous? C'est exact, j'avais la possibilité. Parce que nous avions des postes émetteurs-récepteurs. Donc, c'était un moyen de travail, un outil de travail qui nous permettait de communiquer. Est-ce que vous vous rappelez quel genre de radio vous aviez à l'époque pour communiquer? C'est les émetteurs récepteurs type Motorola. Simplement pour que je puisse bien comprendre, lorsqu'une mission sortait, est-ce que c'est vous-même qui suiviez, qui parlez avec les éléments qui sortaient en mission ou c'était quelqu'un d'autre? Au niveau de la coordination, l'état-major, il y avait donc un officier supérieur de permanence, un officier de permanence. Donc, l'état-major suivait aussi en direct toutes ces missions. Donc, en direct, s'il y avait une situation, tout le monde pouvait donc savoir de quoi il s'agit. Et moi, comme c'était ma zone donc, de responsabilité, donc j'étais le premier à régler le problème s'il y avait un problème à régler. Mais en temps réel, la hiérarchie suivait et savait ce qui se passait. Et justement, pour communiquer par radio, est-ce que certaines personnes, vous utilisiez d'autres noms pour des personnes, des alias? C'est-à-dire des noms de code? Oui, nous avions des indicatifs pour communiquer. Alors, je sais que je vais faire travailler un peu vos souvenirs sur cela, mais est-ce que vous aviez un indicatif pour le général Doc Beaublé-Bruno? Et si oui, quel était? Son indicatif était Atlas. Et pour le lieutenant-colonel Ohuku Maudit? C'était Cosmos. Pour le lieutenant Yoro Dokure? Je crois que c'était Zéphyr 1, je crois, ou 2, si mes souvenirs sont exacts. J'aimerais peut-être, on va peut-être couper court cette question, mais est-ce qu'il est arrivé à un certain moment donné qu'on vous a demandé de préciser ces indicateurs? Est-ce qu'on vous a fait une demande? Oui, Par une réquisition judiciaire, justement, pour obtenir cette information-là? Oui, on m'a demandé de donner les indicatifs des principaux officiers, c'est-à-dire le commandant de la garde républicaine, son adjoint, moi-même, je n'étais pas dessus, mais certains officiers qui avaient des responsabilités. Voilà, j'ai donné cette liste-là. Le président, à qui l'avez-vous donné? Et à qui? C'est la justice de mon pays qui m'a demandé ça. En fin de compte, c'était une réquisition judiciaire. C'est exact. Alors, j'aimerais faire appel au document. Alors, c'est l'onglet numéro 13.
Et le ERN, c'est CIV OTP 0012-0257. It's public. Le président, c'est public. Oui. C'est un dossier public, document public. Are you sure? Because the court officer. Le président, vous êtes sûr? Parce que la caissière d'audience me dit qu'il y a une indication de confidentialité. Le procureur, je vous prie de m'excuser un instant, s'il vous plaît. Your Honors, we'll have it. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, pour le moment, nous pouvons peut-être le traiter comme étant un document confidentiel. On pourra le reclassifier plus tard. Mais pour l'instant, si on pouvait le garder comme confidentiel. Le Président, merci. Alors, Monsieur le témoin, vous voyez le document devant vous? Affirmatif. D'accord. Et je vais vous demander de le regarder brièvement. Je ne crois pas que ça va prendre énormément de temps. Mais est-ce que c'est vous-même qui avez signé ce document avec sous le sceau de l'état-major de la garde républicaine? C'est bien vos initiales ou votre signature? C'est exact. Et c'est bien le document que vous avez remis suite à une réquisition judiciaire en date du 17 octobre 2011. C'est exact. Et l'information qui s'y trouve est exacte? Prenez le temps de la lire. C'est exact. Je vais simplement vous poser une question. On voit qu'au bas de la page à droite, il y a le sceau. C'est un sceau de la garde républicaine et ça dit état-major. C'est exact? Oui. Oui, c'est exact. Est-ce que c'est un sceau que vous apposez sur les documents qui sortent, que vous envoyez de la garde républicaine systématiquement? Affirmatif. Merci, Monsieur le témoin. I'd like to have this document. J'aimerais que ce document soit versé au dossier, Monsieur le Président. And it can go public, Your Honor. Et le document peut être traité comme public. Le Président, je vous remercie.
Alors, monsieur le témoin, je vais encore une fois changer de sujet. Vous nous avez parlé durant votre témoignage du fait que vous aviez un garde du corps. C'est exact? Affirmatif. Alors, savez-vous si des éléments, à l'époque, et je parle de l'époque juste avant les 2 tours présidentiels, les 2 tours d'élection et par la suite, est-ce que des éléments de la garde républicaine agissaient à titre de garde du corps pour des personnes qui n'étaient pas liées au gouvernement? Affirmatif. Nous avions des éléments qui avaient des garde-corps, mais dans ma déposition de la mission de la garde républicaine, je dis en fait que sur délégation spéciale du président, certaines personnes peuvent avoir des garde-corps. Est-ce que vous vous rappelez de qui ou juste avait ou bénéficiait d'un garde du corps de la garde républicaine à cette époque? Ben, il y avait les ministres, les présidents d'institutions, certaines personnes de la galaxie des patriotes, certains leaders d'opinion avaient aussi des garde-corps. Alors, vous avez mentionné la galaxie des patriotes. Est-ce que vous pouvez nous dire qui ou juste au sein de ce groupe bénéficiait des services de garde du corps de la garde républicaine? Oh, il y a ici M. Blé Goudet qui avait droit à une garde, qui avait une garde. Certaines personnes aussi, comme Awa Stallone, et puis Dakori. Voici ces leaders d'opinion qui avaient des garde-corps. Alors, simplement pour que ça soit clair sur le transcrit, vous avez mentionné Awa Stallone. Est-ce que vous pouvez nous Oui, il fait partie aussi épeler exactement son nom, le nom de la personne? Je crois que c'est A-H-O-U-A, je crois. A-H-O-U-A. Et vous avez mentionné également le nom de famille, je crois, Stallone. Oh, Stallone, je crois. Je ne sais pas si c'est son nom de famille, mais c'était son nom, Stallone. S-T-A-L-O-N, je crois. Et vous avez mentionné également une personne, c'est le nom Dakori. Oui, je l'ai dit, oui, Dakori. Est-ce que c'est bien D-A-K-O-U-R-I? C'est exact. Et ces 2 personnes-là, commençons par le dénommé Awa Stallone, c'était qui au juste? Je disais c'était des leaders d'opinion, des leaders d'opinion, d'obédience du président Gbagbo. Donc c'était ceux-là. Commençons avec Charles Blé Goudet. Quand est-ce qu'il bénéficiait, à quelle période de temps est-ce qu'il bénéficiait d'une garde, d'un garde du corps de la garde républicaine? Est-ce que vous vous souvenez quel mois? Je ne peux pas répondre à cette question dans la mesure où je suis arrivé en 2004, donc il était déjà là, donc ces gardes existaient, je crois, donc je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que c'était avant ou après les élections de 2010 qui bénéficiait d'un garde du corps? Le juge président, est-ce que vous pourriez ralentir un peu, s'il vous plaît? Les échanges sont trop rapides. Posez des questions, ménagez une courte pause. Maître Bougnon. Monsieur le Président, je crois que le témoin a clairement répondu à la question. Il a dit qu'il ne peut pas répondre, qu'il ne peut pas répondre à la question. Il a donné sa raison.
This is not a Le juge président, il ne s'agit pas d'une objection. Enfin, il ne peut pas répondre parce qu'il n'était pas là en 2014 et là on parle du futur, donc au-delà de 2014. Ou après les élections de 2010 que M. Blégoudet bénéficiait d'un garde du corps de la garde républicaine? Non, avant 2010, hein, je dis. Avant 2010, parce que moi, je suis arrivé en 2004 en tant que commandant de la garde républicaine. Et déjà, il avait déjà des gardes-corps. Donc, je ne sais pas à quel moment ces gardes lui ont été attribués. Vous avez mentionné également, monsieur, un dénommé Awa Stallone. Je vous pose la même question. Est-ce que c'était avant les élections de 2010 ou après, à votre connaissance, qu'il avait un garde du corps? Avant les élections de 2010. Alors, monsieur le témoin, est-ce que le nom Navigué Konaté vous dit quelque chose? Affirmatif. Pouvez-vous nous expliquer qui est cette personne? Il faisait aussi partie des leaders d'opinion. Can I ask what Le juge président, puis-je vous demander ce que vous entendez par un leader d'opinion? Merci Président. C'est donc citer des personnalités qui véhiculaient des messages. Il faut le préciser, d'obédience du président de la République, de l'ex-président, M. Laurent Gbagbo. Et donc, c'était des personnes qui avaient donc la mission de véhiculer, je crois à mon sens, les idéaux du président. Donc voilà un peu ce que j'attends par des leaders d'opinion. convey to whom? Le juge président, mais relayer ce message à qui? À la jeunesse. Mr. Prosecutor. Le président, monsieur le procureur, Savez-vous, à votre connaissance, si cette personne, Konaté Navigué, a bénéficié à un certain moment des services d'un garde du corps de la garde républicaine? Affirmatif. Vous rappelez-vous de qui, au sein de la garde républicaine, assurait ou agissait à titre du garde de corps de M. Navigué? Malheureusement, non. Ça remonte à longtemps. Je sais pas. J'aimerais ça que vous nous expliquiez, afin que, je crois que vous avez déjà entamé une explication, mais on est parti sur une autre ligne, afin qu'un élément de la garde républicaine soit attitré à titre de garde du corps d'une personnalité, d'où vient l'ordre? Je reçois l'ordre du général Togbo-Blé. Et l'ordre, si je comprends bien votre témoignage, vous nous avez dit ce matin que normalement c'était un document, un courrier. C'est exact?
Oui, généralement, lorsque un élément est détaché en tant que garde-corps, il y a une note de service qui est faite et signée de la main du général, attestant de la position de cet élément en position de détaché. Alors, Monsieur le Président, je voulais montrer un document aux témoins, mais vu l'heure, je ne crois pas que j'aurai assez de temps pour justement en traiter en profondeur. Alors, je suis entre les mains de la Chambre. Si vous voulez, je suggère fortement qu'on puisse continuer No, demain. Ou je pourrais le I faire think maintenant. we continue to. Le Président, je pense que nous continuerons demain. Je ne sais pas de combien de temps vous pensez encore avoir besoin. Sur les 4 heures, vous avez déjà épuisé 3 heures et 40 minutes. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation du temps dont vous pensez encore avoir besoin pour le bénéfice pour le gouvernement de la défense aussi? Monsieur Garcia, je pense avoir besoin d'une trentaine de minutes, pas plus, demain matin. Je m'en tiendrai à cela. Le président, très bien. Et nous poursuivrons avec la défense immédiatement après cela. D'accord? Merci beaucoup. Nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain matin à 9h30. Merci, monsieur le témoin. Merci. Et à demain à 9h30. L'audience est levée.